Et bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Sans Pression, l'émission de la radio Art of. Aujourd'hui je suis en compagnie de Esteban. Salut. Comment ça va Esteban? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, il fait bien chaud, on a le bruit trop autour, chaud, des travaux. c'est terrible. C'est génial. Comme vous pouvez le voir, nous sommes que deux. Nous avons un petit problème, notre invité, mais il sera là via une petite vidéo qui vous sera postée dans le montage un peu plus loin dans la vidéo. Esteban, je te laisse présenter aux gens qui nous regardent sur quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, un peu du coup comme la semaine dernière, on va reparler d'addiction, mais pas d'addiction aux drogues cette fois-ci, on va plutôt parler d'un sujet qui nous touche particulièrement à cœur, c'est les addictions aux jeux vidéo. Exactement. Parce que nous, enfin, on n'est pas réellement rentré dedans, mais on est quand même des personnes qui jouent assez fréquemment aux jeux vidéo. Enfin, oui. Avant, un peu moins maintenant, mais avant c'est vrai qu'on parlait et on jouait beaucoup à ça durant toute notre période scolaire. Ouais. T'as commencé vers quel âge toi un peu les jeux Oula, 6ème j'ai commencé sur PC. Ouais. Et sinon sur mon téléphone, la DS ça remonte, la DS. Je devais avoir quoi, 6-7 ans, la 3DS XL, j'ai fait la DS tout court, j'ai fait tout, beaucoup. Et j'avais même une Game Boy chez moi. Alors, les bons souvenirs maintenant, que des bons souvenirs. Ouais. Pour contextualiser un petit peu notre sujet, aujourd'hui on va présenter déjà quelques thématiques, comme par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, l'addiction aux jeux vidéo est une maladie qui est reconnue par l'OMS depuis 2018, donc elle est officialisée comme trouble du jeu vidéo. Les impacts et les effets, c'est un manque de concentration, une dépendance, un peu comme vous avez pu le voir la dernière fois avec Simon pour la drogue, une envie de jouer. Quand on n'a pas sa dose, et bah du coup on a envie de jouer et du coup bah, ça revient systématiquement. Je l'ai vécu pour ma part et pour l'avoir vécu c'est compliqué parce que du coup pour ma petite expérience personnelle on va en cours, on pense qu'à ça. Très clairement, on pense qu'à ça, on pense que au fait, tiens, je vais rentrer après les cours, je vais pas faire mes devoirs, je vais directement lancer mon ordinateur, je vais directement lancer mon jeu, je vais jouer toute la nuit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, on perd le fil de la vie, quoi, parce qu'on ne fait plus rien, je ne sortais pas, je faisais que jouer sur mon ordinateur, comme un flemmard, littéralement. J'ai fait la même chose, hein. En plus ça emmène pas que ça emmène aussi des pertes de sommeil. Oui. C'est des PS de retard scolaire parce que du coup comme t'as dit t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de t'arrêter de voir, tu veux justement que jouer. Tu as aussi de l'isolement parfois parce que le monde du jeu vidéo c'est vraiment une bulle. Quand t'es sur ton PC t'es dans ta bulle à toi, tu veux personne d'autre. Mais en contrepartie le jeu vidéo c'est quand même une grosse partie de la société puisque c'est plus de 200 millions de dollars mondialement, ce qui est énorme. Et il y a aussi énormément de métiers qui tournent autour de ça. On peut avoir des métiers de game design, de développement, il y a du stream, du montage. Même maintenant l'e-sport qui en prend une grande place dans le notre coaching, monde. le cast, il y a plein de trucs qui sont liés autour de ça. Donc c'est quand même un truc assez important dans le monde, quoi. C'est ça, exactement. Tu as des petits sujets à nous donner, des petites informations, des petites questions? Toujours des petites questions par-ci par-là. On t'écoute. Étant donné que l'invité il est pas directement avec nous, je vais te les poser à toi directement, mais on aura quand même des réponses de sa part. Oui. Pour toi, c'était quoi ta première claque vidéoludique, le jeu qui t'a fait le plus apprendre? C'était quoi ton tout premier jeu qui t'a marqué, quoi? Je pense sincèrement mon premier jeu qui m'a vraiment marqué, j'en ai eu d'autres sur la Wii, etc. Et je pense vraiment le jeu qui m'a le plus marqué, je pense qu'on a le même en commun, c'est Minecraft. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, pour vous l'expliquer un petit peu, c'est un jeu dit bac à sable, donc c'est un jeu de type ludique où en fait on joue le personnage de Steve dans un monde, un open world, donc en gros c'est un monde où il n'y a pas de limite. C'est un monde ouvert, quoi. Voilà, exactement. Fais ce que tu veux dessus. Et en fait le but, faut survivre. Voilà, il faut couper des arbres, faire sa maison, récupérer la nourriture, aller dans les grottes, prendre des minerais, etc. Et en fait ce jeu est très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà c'est l'un des jeux les plus vendus au monde, qui a été créé par Notch, alias Marcus Persson. J'ai triché un peu son nom. J'avais plus son nom non plus. Exactement. Et en fait c'est un jeu qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait par rapport aux jeux comme vous pouvez connaître comme Call of Duty, comme GTA, comme Apex, comme Valorant, enfin tous les jeux on va dire dits sur un seul thème, Minecraft c'est comme le créateur le dit, la seule limite à ce jeu c'est votre imagination. Tout simplement. Et quand on voit par exemple dans certaines écoles en Finlande, si je dis pas de bêtises, Minecraft est utilisé parce que en mathématiques, parce que déjà on peut apprendre de l'électricité, on peut apprendre la physique, on peut apprendre aussi même pour les plus jeunes à compter et à connaître les animaux parce qu'il y a un panel large d'animaux et en plus le jeu ne cesse d'évoluer, il y a des mises à jour tout le temps, donc on découvre des nouveaux animaux qui arrivent. Là je crois récemment il y a eu des dromadaires et tout. Donc, le jeu vraiment il y a eu les abeilles aussi avant, les tortues. Les abeilles, exactement. Donc le jeu vraiment essaye de se développer de plus en plus. Par rapport au monde réel en plus. Exactement, donc c'est vraiment une représentation. Un monde réel mais en cube. Ouais, c'est ça. Et ouais, je dirais que c'est Minecraft qui m'a vraiment foutu une claque parce que même encore actuellement, à pratiquement 21 ans, j'y joue encore. Alors pas comme à l'époque où vraiment je passais des grosses journées dessus, mais ça m'arrive de temps en temps de relancer un petit peu le jeu, de me faire une petite partie ou deux, et voilà. Ouais, et moi, toi ça va être la même chose, Minecraft c'est le coup de cœur. Même si sur la DS j'avais un petit GTA's like, donc c'est vraiment
petit jeu qui ressemble à GTA, un peu dans le même style, et c'était vraiment. La DS sous le lit, quand maman elle rentre dans la chambre, je fais semblant de dormir, hop, ouais, c'était vraiment un petit jeu, mais sinon, ouais, Minecraft. Ouais. Puisque depuis la 6ème, j'y joue sur PC, et encore avant, je jouais à Pocket Edition, donc c'est la version sur téléphone. Ah, j'ai connu ça. Ouais, quand tu devais craquer là, c'était. Infâme. Ah ouais, c'était infâme, mais bon, quand t'avais pas de PC, tu faisais avec les moyens du bord, ouais. Bah, c'est sûr. Ça fait quasiment 10 ans, voire plus que j'y joue, donc ouais, c'est vraiment le jeu coup de cœur que j'ai eu. D'accord. Pour vous donner un petit peu de stats par rapport à Minecraft, vu que je les ai sous les yeux, c'est pratiquement plus de 170 millions de joueurs mensuels encore connectés et pratiquement plus de 300 à 400 millions de comptes totalement créés sur la plateforme, donc ce qui est quand même colossal pour un jeu qui remonte, je crois, à 2009, si je dis pas de bêtises. La bêta, ouais, en 2009. Le jeu est sorti en 2011. C'est ça, voilà. Novembre 2011. Donc, pour un jeu qui a pratiquement bientôt 14 ans, 15 ans, d'être toujours au top, parce que le jeu est toujours au top des classements, des top 10 jeux les plus joués encore. Et les plus joués. Et c'est là où on reconnaît vraiment un jeu qui pourtant est un jeu de base bac à sable. C'est vraiment de base un jeu classique. Peggy 3 en plus. Peggy 3 en plus. Accessible à tout le monde, pas violent du tout. Pas violent du tout. Bon, sauf quand tu te prends un creeper à la tête. Mais ça, c'est autre chose. D'autres questions, peut-être? Autour de ça, pas spécialement. On viendra plus tard sur d'autres questions un peu globales. Je pense qu'on peut aller dans le sujet qui nous touche du coup tous les trois. Exactement. Donc pourquoi on dit tous les trois, comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas l'invité, mais du coup on a pensé à vous quand même. Du coup on a Léonce qui est avec nous par la pensée. Il nous fera une petite vidéo que du coup je vais vous mettre maintenant, où il va répondre du coup à nos questions. Donc Léonce, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Léonce, connu aussi sous le nom de Zeylan, j'ai 23 ans, j'habite à Paris, j'ai fait des études de droit, journalisme et communication, et j'ai participé à la fondation du serveur Eterni ESG. Faut savoir que le projet Eterni est né juste après le Covid-19, en fait c'est plusieurs petites entités qui se sont rejoints sous le nom Eterni. Moi par exemple je faisais partie d'un autre projet, et j'ai été très intéressé par un projet en particulier qui venait de changer de nom, pour prendre le nom d'Eterni, et c'est comme ça que je l'ai rejoint. Dès le début on était hyper bien entouré, il faut savoir qu'Eterni, dans la grande forme, au summum du serveur, on était quasiment plus d'une centaine dans le staff, donc ça représente énormément de monde, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui permettent de faire avancer le projet, que ce soit en faisant du développement, de la modération, du design, du montage, voilà, il y a plein de pôles et plein de manières différentes de participer à ce genre de projet, et heureusement qu'on était aussi bien entouré d'ailleurs. Le plus gros kiff, c'était de continuellement voir, parce que forcément Eterni, aujourd'hui ça fait plus de 5 ans que ça existe, ça a été de voir parfois 15 joueurs s'amuser, parfois 250, parfois seulement 80, parfois remonter à 300, enfin voilà. Faut se rendre compte que quand on crée un projet comme ça, le simple fait de se connecter, voir qu'il y a ne serait-ce que 15 ou 20 personnes qui passent un bon moment grâce à une idée que vous ou un de vos amis avez eue, c'est juste extraordinaire comme à vivre, enfin, mentalement c'est extrêmement positif, ça booste, on fait du travail d'équipe, il y a des problèmes évidemment à régler, on a eu plein de problèmes, plein d'histoires, faut savoir que c'est pas du tout un milieu qui est gratuit ou tranquille, il peut vraiment se passer de gros soucis. On peut appeler ça du doxing par exemple, ça c'est l'un des gros problèmes qu'on a pu avoir à travers les années. Le doxing simplement c'est des personnes mal intentionnées qui sont en colère contre vous ou certains membres de votre équipe et qui vont trouver des informations disponibles, on appelle ça de l'OSINT, c'est disponible sur internet, donc par exemple le numéro de téléphone de vos parents, de votre école, de votre travail, votre adresse, etc. Et derrière ça peut donner lieu à de l'harcèlement, à des livraisons intempestives de pizza, enfin voilà, il y a des diverses manières de souffrir de ce genre de choses, jusqu'à par exemple se faire directement raid par la police chez soi. Moi ça m'est arrivé une fois, voilà, je le dis avec le sourire parce que ça s'est très bien terminé, mais malheureusement c'est quelque chose qui existe et c'est le gros problème principal auquel on a dû faire face à travers les années. C'est cette forme d'harcèlement qui prenait donc différentes formes mais qui pouvait toucher nous, et encore ça allait parce que à l'époque on était déjà parmi les plus âgés du projet, mais on était aussi entouré de personnes qui avaient seulement 16 ou 17 ans, là où nous on en avait 20, 21 par exemple, et qui forcément étaient bien plus touchés par ce genre d'événement, et qui n'avaient pas forcément le recul et l'intelligence de savoir faire ce qu'il fallait pour se sortir de ce genre de moment. Assez rapidement, on s'est rendu compte que le projet prenait une ampleur assez importante. Il faut savoir qu'on est arrivé dans un moment où il y avait beaucoup de gros serveurs qui se faisaient la guerre, donc on avait l'avantage de ne pas être trop connu pour l'instant, donc de pouvoir être tranquille dans notre coin, en même temps proposer des choses qui faisaient que les joueurs étaient contents et venaient. Assez rapidement, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle Eterni V1, la première version d'Eterni, donc là on remonte à 2019-2020, on s'est retrouvé avec voilà, 50-60 joueurs qui venaient quasiment tous les jours, plusieurs fois par semaine, pour jouer ensemble et créer une grosse base communautaire. Donc là-dessus ça a été super, et ensuite au fur et à mesure du temps on s'est aussi rendu compte que forcément il y avait des coûts. Il faut savoir qu'Eterni ça a coûté plusieurs milliers, même
presque parfois certaines années plusieurs dizaines de milliers, enfin plus d'une dizaine de milliers d'euros en termes de frais, que ce soit en coût de développement, en coût d'entretien des machines, d'hébergement, de payer toutes les personnes qu'il fallait payer, les graphistes, les monteurs, etc. Donc c'est aussi hyper important de trouver un moyen de rentabiliser ou au minima de mettre à zéro ce projet, que ce soit autant, enfin que ça rapporte autant que ça nous coûte. Et donc on s'est mis avec les boutiques différentes en ligne à vendre différents produits. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, c'est vraiment un serveur qui a rapporté de l'argent. Alors on parle pas non plus de sommes délirantes, mais ça a rapporté assez facilement, même au fur et à mesure des années, des sommes qui sont plus que correctes et qui équivalaient plus ou moins, si on fait l'entièreté du projet, à la somme qui avait été investie de notre côté, donc ça nous allait très bien. Aujourd'hui, je gagne plus d'argent via les jeux. Il faut savoir que nous, on a revendu le projet avec mes deux amis, on a revendu le projet Eterni à un autre membre de ce projet-là. Il y a une autre entité qui s'appelle Kraftok, qu'on embrasse. On leur a vendu le projet il y a bientôt 1 an, en août 2024. Donc depuis, voilà, on n'est plus du tout sur cette scène-là. On la regarde évidemment, on s'y intéresse toujours, mais après plus de quasiment de 5 ans pour certains passés sur le projet, on avait besoin de changer d'horizon, de faire autre chose, etc. Il faut savoir que c'est extrêmement énergivore. Ça demande des dizaines et des dizaines d'heures d'investissement par semaine, par mois, tous les ans, enfin je veux dire tous les mois pendant plusieurs années. C'est très très lourd à porter pour certaines personnes. À côté, on a aussi notre vie, ce qu'on appelle IRL, donc dans la vraie vie, avec nos amis, nos études, notre travail, etc. Donc au bout d'un moment, forcément, combiner les deux, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est très content d'être parti de ce milieu-là, même si on en garde un souvenir extraordinaire, et que voilà, comme je l'ai dit précédemment, ça a déclenché énormément de choses, des rencontres, des vacances, des couples, des amitiés, des colocations. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui ont été sorties de cette simple aventure sur un jeu vidéo. Et il y a des gens qui aujourd'hui se sont fait des amis pour la vie à travers ce qui était au début simplement une partie de jeu vidéo. Grâce à cette expérience sur le serveur Eterni, on a développé tous diverses capacités. Forcément, ceux qui étaient développeurs ont acquis de nouvelles expériences et sont devenus bien meilleurs. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent, leur vrai job c'est ça, et ils ont commencé en tant que simplement développeurs sur Minecraft. Donc, comme quoi il y a vraiment une carrière à faire. Sur la communication, évidemment aussi, parce qu'on apprend au montage, on apprend à comment communiquer, comment écrire correctement un texte, comment s'exprimer, comment faire les choses correctement. On passe aussi par des contrats, par des montages associations, sociétés, etc. pour fiscaliser l'entièreté des revenus. Enfin, il y a énormément de points qui nous concernent quand on est un minimum assez haut dans la hiérarchie de ce genre de serveur, et donc on se met rapidement à avoir énormément de cordes à notre arc. On est au téléphone avec des notaires, on est au téléphone avec des comptables, on est au téléphone avec des avocats, on échange avec d'autres propriétaires de serveurs, il y a les développeurs, il y a les graphistes, il y a les architectes, enfin il y a énormément de personnes qui apprennent beaucoup, et moi à titre personnel ça va surtout être autour de la communication et aussi de la gestion de projet, mais aussi la gestion de personnel entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'avoir ne serait-ce que 10 ou 15 personnes qui travaillent entre guillemets pour vous, mais surtout avec vous, mais en tout cas qui ont besoin d'ordre, qui ont besoin de direction et de décision de votre part, c'est aussi assez compliqué, parce qu'il faut faire en sorte que les gens se sentent bien, parce que le but c'est que tout le monde s'amuse, il faut faire en sorte que ce soit égalitaire, que ce soit juste. Il y a aussi beaucoup de mal, ça va mieux aujourd'hui, mais à l'époque on avait beaucoup de mal à faire une place aux femmes, forcément, dans ce milieu-là, parce que c'était encore moins accepté à l'époque malheureusement, donc il y avait beaucoup d'harcèlement. On avait 2 ou 3 filles qui travaillaient avec nous, et qui ont subi pas mal d'harcèlement de la part de joueurs, donc il fallait aussi avoir l'intelligence et la capacité d'appréhender ça, de parler avec elles, d'exprimer est-ce qu'elles avaient besoin d'une pause, est-ce qu'il fallait s'entretenir avec quelqu'un, avec des parents. Ça a pu arriver qu'on ait eu le besoin tout simplement de s'entretenir avec le parent, ou les parents de certaines personnes qui travaillaient pour nous, parce qu'ils avaient besoin, on était inquiets pour diverses choses. Enfin, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'attention, et c'est ce sur quoi moi je m'étais surtout concentré sur les 5 années passées au sein d'Eterni, la gestion des projets, la gestion du personnel, et c'est aujourd'hui, c'est ce que je garde le mieux en termes de capacité acquise et apprise au fur et à mesure de ces années. Forcément, quand on dit jeux vidéo, on pense aux streamers, donc les personnes qui font des vidéos ou des lives directs sur diverses plateformes comme YouTube, Twitch, etc. C'est les personnes qui forcément sont en première ligne, donc évidemment c'est ceux qui vont gagner de l'argent de manière la plus évidente. Voilà, on publie une vidéo, on fait des vues, on gagne de l'argent. On fait un live, on fait des vues, ou on a des dons, on gagne de l'argent. Après, il y a aussi énormément de moyens de gagner de l'argent par les jeux vidéo. Ça peut être simplement en devenant un joueur professionnel, voilà, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est des carrières qui se construisent au fur et à mesure du temps. Ça demande un grand talent, énormément de travail, etc. Mais il y a des dizaines et des centaines de personnes qui sont concernées, même des milliers en fait, qui sont concernées par ce genre de carrière en Europe aujourd'hui, même dans le monde.
Il y a aussi évidemment tout ce qui va être le graphisme, le montage, tous ces métiers qui gravitent autour tout simplement des jeux vidéo, des contenus proposés sur internet, en ligne, etc. Ça a énormément de carrières qui partent de là aussi, que ce soit les monteurs de youtubeurs professionnels, etc. Et au-delà de ça, le genre de projet comme un serveur Minecraft, un serveur sur d'autres jeux, ou tout simplement quelque chose construit à partir d'un jeu, peut aussi rapporter des revenus à partir du moment où on sait comment faire les choses correctement. Mais je pense aussi, sincèrement, si c'est un conseil que je peux donner, que si vous allez vouloir, si vous partez dans l'optique de gagner de l'argent à travers ce genre de projet, vous n'en gagnerez pas. Tout simplement parce que ça demande des années. Honnêtement, il n'y a quasiment aucun serveur qui du jour au lendemain a explosé, etc. Ou alors de serveurs qui n'avaient pas de youtubeurs avec plusieurs millions d'abonnés en tête d'affiche, de serveurs normaux, on va dire, qui ont explosé. Ça n'existe pas d'un coup, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est énormément de coûts, énormément de temps, énormément de nuits blanches, énormément de tout ce que vous voulez. Il faut vraiment se rendre compte que c'est pas du tout amusant. Pour simplement donner une idée, par exemple, on a commencé donc Eterni à partir du Covid. La première, ça nous coûtait plusieurs centaines d'euros chaque mois. On partageait les sommes à 2 ou 3 à chaque fois, mais c'est quand même un investissement pour n'importe qui, peu importe votre âge, etc., ou votre carrière, ça reste un coût et une dépense. Et il faut savoir que la première fois qu'on a touché un seul centime du projet, ça a été à l'été 2022. Donc voilà, donc on a mis 3 ans à toucher un seul centime. Et quand je dis toucher un seul centime, c'est pas rebondir, se retrouver à zéro, donc avoir rattrapé toutes nos dépenses, mais juste toucher de l'argent. C'est-à-dire qu'on était toujours en perte évidemment, mais on avait gagné assez pour se dire on peut se prendre 50 € chacun, ce genre de choses, payer un verre à toutes les équipes, etc. Donc il faut vraiment se rendre compte que c'est pas du tout facile, mais si vous avez la patience, le travail, la motivation et forcément le talent, en tout cas pour ce qui est d'être streamer ou joueur professionnel, écoutez, c'est complètement réalisable et complètement faisable. Même c'est un monde qui est en expansion continuelle. Il y a de nouvelles choses qui sortent tous les jours, des nouveaux projets, des nouvelles possibilités. Donc il faut juste foncer, essayer de trouver ce qui vous correspond et faire ce qui vous plaît. Merci Léonce pour ces mots doux et raffinés. Voilà, quel chef exemplaire. Comme d'habitude. Incroyable ce mec, franchement. Merci beaucoup. On aurait aimé t'avoir ici, mais malheureusement, une prochaine peut-être. On a pu t'interviewer en ligne. Donc pour revenir un peu sur ce que Léonce a dit, nous faisons partie de ce projet tous les trois. Léonce étant l'un des chefs de ce projet. Toi, tu étais Alors moi, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de pôles. Oui. Donc les pôles, c'est un peu toutes les parties qu'il y a. Donc moi, j'ai fait du coup de la modération. Il faut savoir que pour entrer dans la modération, du coup, il y a un vrai système, un peu comme quand on postule pour une alternance ou un travail, c'est-à-dire qu'on postule du coup via une candidature à des gens, à des responsables, donc qui gèrent ce pôle précisément. Ils traitent notre candidature. Si on est pris, on a une réponse ça dépend un peu. En général, c'était assez rapide. Après, on passait du coup un entretien vocal avec eux. Et à cela, on avait une réponse sous une semaine si on était accepté ou pas. Du coup, si on était accepté, pour entrer du coup dans le pôle où j'ai commencé, on arrive en tant que helper. Donc le principal but était du coup, étant donné que Eterni était un serveur communautaire, donc il y avait des gens comme toi, comme moi, comme vous, qui se connectaient là-bas. Le but principal des helpers, c'était d'aider les gens dans leurs besoins, de répondre à leurs questions, de sanctionner s'il y avait besoin, parce que du coup, c'est quand même on est tous derrière un ordinateur, donc ça arrive que certaines personnes fassent des petites bêtises. Forcément, oui. Voilà. Derrière un écran, c'est plus simple. C'est plus facile de se cacher. Exactement. Malheureusement, on n'est pas toujours caché derrière l'écran. C'est sûr. Et une fois que du coup on a fait la période de helper, donc ça dure 1 mois, on peut, si le travail est correct, on peut passer au rang du coup de modérateur, là où j'ai été. Il y a encore 2 autres grades au-dessus du coup. Oui. Il y a modérateur adjoint, donc c'est ceux qui sont le bras droit des responsables, et on a juste au-dessus les responsables. C'est ça. Donc pour contextualiser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout le système de grade, pour faire un truc on va dire plus généraliste, on va dire que le grade d'helper c'est le CDD et le grade de modérateur c'est le CDI quand tu as passé ta période de test pour être sûr du coup que tu remplis bien toutes les qualifications qu'on recherche dans l'entreprise. C'est comme dans une entreprise, c'est le même système en soi. Et pour ma part, moi j'étais responsable builder, donc moi du coup un grade du coup plus obsus, où du coup ma partie était du coup de construire toutes les cartes, tous les endroits où les gens qui venaient sur notre serveur pourraient du coup jouer. Donc j'avais mon équipe derrière et du coup on recevait les ordres des supérieurs qui nous disaient voilà, il nous faut par exemple, je vais vous donner un exemple, il nous faut un parc thème Japon de telle taille, et du coup on devait le rendre sous une deadline.
et voilà, comme ça après les gens pouvaient jouer dans de bonnes conditions, dans des cartes bien réalisées, bien faites, parfois inspirées de faits réels, comme par exemple, je peux donner un exemple tout bête comme Paris. Ça m'est arrivé de refaire la carte de Paris en refaisant la Tour Eiffel, en refaisant les Champs-Élysées, et ça que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule limite c'est votre imagination, et en fait sur Minecraft on peut tout faire. Il y a même un exemple tout bête, des gens actuellement sont en train de refaire la carte du monde en entier, donc c'est-à-dire que votre maison est sur Minecraft, Elle sur le Minecraft, ouais. votre rue elle est sur Minecraft, votre cheminée elle est sur Minecraft. Ça c'est plutôt pas mal, ouais. Ça c'est vraiment stylé franchement, donc j'ai hâte de voir ça. Vous pouvez même le suivre, le projet c'est toujours en cours, je crois que ça fait genre 2-3 ans qu'ils sont sur le projet. Énorme. Ça prend énormément de temps, ils viennent pratiquement de finir la France, de ce que j'avais remarqué il y a quelques mois sur les réseaux, mais franchement c'est un projet qui est incroyable je trouve. Qui a très grande ampleur en plus. Oui franchement ouais. Chaque rue, chaque exactement. maison, c'est terrible. Et voilà, et pour revenir un petit peu sur Eterni, donc pour pallier un peu à ça, aux addictions et à Eterni, on voit souvent à la télé, on entend souvent dans la presse, dans les journaux, etc., que les jeux vidéo sont néfastes, que ça rend débile, que c'est on perd du temps, qu'on c'est violent. Il est vrai qu'il y a des jeux qui sont violents, qui normalement devraient être interdits aux mineurs, mais manque on va dire de laxisme envers les parents, et ils vont quand même prendre le jeu qui est normalement Peggy 18. Et pour ça justement qu'on présente ça, et que pour ça justement on a demandé à Léonce de participer, c'est que du coup Léonce ayant eu une idée de se dire tiens, je vais prendre un jeu qui de base normalement est fait pour s'amuser, et il va le rendre encore plus fun en alliant un côté professionnel et un côté ludique. Et du coup comme vous avez pu le voir, et si vous mettez des petites stats à l'écran, vous pouvez voir qu'en 2023 le projet était dans les top 10 des serveurs européens, et en 2024 on a encore plus de connectés, je crois qu'on a 1 700 000 à peu près connectés, donc c'est énorme pour se dire quand même, genre t'as 1 700 000 personnes qui sont venues sur ton serveur. Pour un jeu vidéo Peggy 3 quand même. Peggy 3 quand même. Et ça que je trouve ça beau, c'est que on a eu une créativité, et en plus pour avoir fait plusieurs projets en amont avant Eterni, c'est souvent des projets qui ne décollent pas, parce que créer un serveur Minecraft c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de temps, beaucoup budget, de ressources, beaucoup de temps, il faut avoir une équipe motivée, il faut avoir des bonnes idées, parce que c'est un peu comme tout, tu vas créer ta bouteille d'eau, t'as une autre marque qui va créer une bouteille d'eau, et les serveurs Minecraft c'est pareil, t'as forcément un serveur qui va faire la chose que tu veux faire avant toi, donc faut te démarquer. Et c'est là où Léonce et son équipe ont été hyper intelligents, c'est qu'ils ont su se démarquer à un moment où il manquait un truc, c'était les UHC. Pour vous expliquer très rapidement, les UHC c'est un mode un peu Battle Royale où tu es sur une carte, tu dois faire le meilleur équipement et tu dois être le dernier en vie, le plus tout simplement. Voilà. Et c'est là où ça a été fort, c'est qu'en fait ils ont créé des modes de jeu à partir de ça, mais tirés d'univers différents, en prenant des jeux de rôle comme le Loup-garou de Tierce-Lieu, qui est un jeu de cartes très connu, il existe sur Minecraft, où vous pouvez du coup reprendre l'exemple du Battle Royale, mais allier ça à des jeux de rôle, et du coup vous avez un rôle qui tombe, et du coup vous devez gagner dans le camp qui vous est attribué. Et ça laisse place à de la stratégie. Exactement, du mensonge, de la stratégie, de l'amitié aussi. C'est là où du coup là où on s'est rencontrés tous les deux. On s'est rencontrés sur Eterni en ligne, on ne se connaissait pas du tout, et c'est là où je trouve ça beau, c'est que vraiment c'est des aventures, et c'est ça aussi qu'on veut transmettre aux gens, c'est que ok les jeux vidéo peuvent rendre violents, ok les jeux vidéo peuvent rendre addict, mais comme pour les drogues, tout est poison, faut juste limiter la dose. Si vous savez bien faire la chose et que vous ne tombez pas dans une dépendance et que vous n'y avez pas que ça dans votre vie, en fait vous pouvez toujours faire un truc à la fois professionnel et ludique, et vous faire kiffer et faire kiffer les autres. C'est ça. Pour en prendre encore un peu sur Eterni, on va parler plutôt de l'addiction un petit peu après je pense, et pour conclure un peu, Eterni c'est plus qu'un serveur, parce qu'on s'est rendu compte que si c'est vraiment devenu une famille. On était tous amis, on se parlait tous, on se confiait tous, et vraiment il y avait de tout genre, tout âge, et surtout il y a de quoi trouver son bonheur dedans, parce qu'on a parlé du coup du build, donc la construction, j'ai parlé de la modération, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le développement. Il y a du développement web, il y a du développement du coup des UHC, donc des petits modes de jeu qu'on a. Il y a des autres modes de jeu aussi, autres que les UHC, on avait sur le serveur. Il y a du game design, donc c'est ceux qui vont créer tous les nouveaux modes de jeu justement, donc ça laisse place à la créativité, il y a de quoi faire. Il y a aussi, on avait de l'animation aussi où j'ai pu être, j'ai fait partie de l'animation, j'ai même été adjoint des responsables private. Donc c'était les gens qui étaient amis avec du coup le staff, l'équipe de modération, les gens comme ça, toute l'équipe du coup, tout le staff était inclus dans les privates, et c'était des petits games entre nous, voilà, autre que le travail, on pouvait s'amuser aussi sur nos propres modes de jeu. Donc vraiment on a créé une famille, pour la plupart, j'allais dire ceux qui étaient de Paris, mais même plus,
ceux qui étaient en France, on a pu se voir. Bah, même un exemple tout bête, on a pu faire la Paris Games Week, donc c'est un événement où on regroupe des salons de jeux vidéo et du coup on venait de tous les coins de la France, on s'est réunis je crois à 30 facilement dans un Airbnb fait pour 10 et c'est là où je trouve ça beau, c'est que il y a des barrières qui se brisent grâce à ces projets là, c'est que quelqu'un qui vient de Marseille, tu vas peut-être pas te dire bah tiens je vais aller le voir, et bah en fait c'est avec les jeux ça rend la chose plus facilement. On s'est tous liés d'un coup en fait. Quand c'est bien fait, genre c'est tellement plus simple. Et on avait l'envie en fait. Et oui, aussi, c'est ça. L'envie, elle était présente, on voulait tous se voir. Après se voir, on a fait des soirées, des moments de rigolade, je vous laisse imaginer, c'était vraiment incroyable. Et c'est comme ça que du coup Eterni est venu. Et bon, aujourd'hui, Eterni c'est autre chose. C'est ça. Bah forcément, le serveur est quand même resté plus de 3 ans. Maintenant, 3 ans maintenant. Et il est encore là. Il est encore là. Il a été racheté, mais forcément, maintenant, ce n'est plus les. Maintenant, forcément, ce n'est plus les mêmes choses. C'est pas grave. Donc forcément oui, ce n'est plus les mêmes choses maintenant, le serveur a évolué, le serveur a changé, mais bon c'était quand même une belle expérience. Directive, mais voilà, ça reste cool. Franchement c'était une belle expérience. Pour revenir maintenant plus au niveau des addictions, est-ce que tu as d'autres choses, d'autres questions? Je vais justement y venir. Par rapport du coup aux addictions aux jeux vidéo directement, est-ce que toi il t'est arrivé de beaucoup trop jouer au point où ça a impacté directement ta vie perso, même ta santé ou alors tes cours? Alors peut-être pas ma santé parce que je pense qu'il faut vraiment y aller pour vraiment. Ça arrive. Ça arrive, mais je pense qu'il faut rien que les pertes de sommeil, c'est sur la santé. Ah bah si on parle de ça, oui c'est vrai que le sommeil c'est très important. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de sommeil en jouant aux jeux vidéo. Ça m'a aussi valu un redoublement parce que forcément à 10 ans je passais plus ma vie à jouer à Minecraft que à réviser mes cours. Donc j'ai redoublé, donc réviser. Ne jouez pas à Minecraft tout le temps parce que sinon vous ratez vos études. On parle, il y a le bac. Oui, il y a le bac là des matières physique, SVT. Il y a eu la philo, il y a eu la philo hier. Ouais. Quelle épreuve quand même, la philo. Faut même qu'on en parle 2 secondes. La philo, c'est même quelque chose. C'est vraiment un domaine. En fait, c'est intéressant, mais ça dépend avec qui. Ça dépend en fait de celui qui te corrige, tout simplement. Genre, ça dépend. En fait, si t'as pas la même vision que lui. C'est ça, c'est. Bon, t'as zéro. Moi, j'abuse, mais. Fin de la parenthèse. Mais voilà, non, en vrai, pas le sommeil, mais pas de maladie grave ou vraiment genre de problème de poids non plus. Genre, je suis toujours resté en forme, mais c'est vrai que beaucoup de manque de sommeil, beaucoup de manque de concentration, et vraiment, je passais mes journées sur les jeux, je mangeais devant mon ordinateur, je grignotais. Ah ouais, moi j'arrivais à ne plus manger. Moi je ne mangeais plus. Maintenant je le fais, mais c'est vrai qu'avant, genre de mes 10 ans à mes 15 ans, franchement, c'était vraiment compliqué de pas grignoter devant. Non, moi je mangeais pas devant, maintenant oui, bon, c'est la même chose, mais avant je Avant je ne mangeais pas. Le midi, bon déjà je me levais, il était 14h, 13h, 14h, donc le midi je mangeais pas, je me levais, je déjeunais. À 13h, 14h, bon après un petit goûter le soir, mais sinon quand je me levais le matin, je mangeais pas le midi pour jouer. C'était une perte de temps pour moi. Je pense qu'il y a aussi des repas que je loupais parfois. Ouais, c'était une perte de temps quand c'était en pleine game, le goûter, bon c'est l'heure, j'ai pas le temps, je suis en game, c'est pas grave, je mange ce soir. Faut que je monte mon rank, attends. Voilà, c'est ça. Faut que je fasse GC. J'ai pas le temps. Il est énorme cet enfant. Pour continuer du coup un peu sur les questions, aujourd'hui du coup maintenant que tu as récupéré un meilleur équilibre, comment tu fais pour le garder? Et comment tu l'as changé justement? Eh bien tout simplement je ne joue plus aux jeux vidéo. C'est vraiment simple. Non, en vrai, pour donner une réponse, parce que ça serait mentir que je joue plus aux jeux vidéo, mais en vrai c'est vrai que maintenant que le travail, les études et même la vie, j'ai plus vraiment la même passion et même les jeux ont changé, donc de refaire comme à l'époque, je pourrais pas, et même j'ai pas envie. Et non, je pense qu'au moment où j'ai eu le déclic, c'est quand je suis arrivé au lycée. Au moment où j'ai déménagé, où j'ai vraiment pris une claque dans la gueule, où vraiment je me suis dit faut que tu te motives et que t'arrêtes de faire que jouer, parce que vraiment je tournais vraiment que autour de ça. Et ouais, je dirais que j'ai juste arrêté en fait de jouer, puis aussi mes groupes d'amis qui ont fait qu'ils n'étaient plus forcément présents, donc jouer tout seul par rapport avec ses potes, c'est pas la même envie. Donc ouais, il y a des phases où je jouais pas du tout, et pour en arriver maintenant où je démarre mon ordinateur, alors je suis toujours sur mon ordinateur, mais pour des choses différentes, soit par exemple pour du montage, soit pour regarder des vidéos, soit pour écouter de la musique, soit pour travailler mes cours, pour faire des recherches, voilà. Et c'est vrai que maintenant c'est plus des phases que j'ai où je vais me dire tiens, je vais relancer un jeu. Par exemple actuellement je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Call of Duty, je suis vraiment en train de le poncer à mort. Vraiment je suis en train de faire les camouflages à mort, mais voilà, c'est une période, je sais bien que dans 1 ou 2 mois ça va me passer.
et que pendant 3-4 mois je vais pas jouer à un jeu jusqu'à du coup avoir une nouvelle phase où je vais redécouvrir un jeu comme Minecraft, pour revenir du coup vite fait, c'est un jeu genre comme je vous ai dit, j'y joue depuis que je suis tout petit, depuis mes 7 ans 8 ans j'y joue, et depuis 3-4 ans j'ai des phases où en fait je joue à Minecraft, j'attends 4-5 mois et je le relance et ainsi de suite, et genre ça, j'ai toujours la même envie mais juste plus autant qu'avant. Je sais pas si toi c'est pareil ou... Moi c'est un peu plus différent parce que justement le lycée ça m'a pas forcément aidé, parce que le lycée c'est là où j'ai rencontré du coup mon groupe de potes avec qui je parle encore actuellement, et on se tape des bars, des soirées de jeux vidéo, on s'arrête jamais. Mais justement, le lycée, c'est là où je suis rentré dans la période un peu League of Legends. Ouais. Donc c'est une très mauvaise période, ne jouez pas à ce jeu, pour la santé mentale c'est très mauvais. Je suis rentré dans ce jeu. Aussi pour votre hygiène, parce que on dit souvent que ceux qui jouent à League of Legends ne se lavent pas. On dit que c'est des puants. Très clairement. Donc, moi j'en connais un, je ne citerai pas de prénom. Je me sens pas visé. Ah, je parlais pas de toi. Ah bah c'est parfait alors. Littéralement pas. Qui ça? T'inquiète. Je pense savoir. C'est le L. Je me disais bien. Mais non, mais du coup, par rapport au lycée, moi ça m'a pas forcément aidé sur ça, parce que j'avais la flemme concrètement de travailler. En fait, les cours m'intéressaient pas, donc je préférais prioriser les jeux vidéo avec mes potes. On se tapait des bars, on rigolait. Pourtant, les moyennes n'étaient pas dégueulasses, donc ouais, je me suis dit, pourquoi travailler si c'est pas dégueulasse derrière, quoi. Si vraiment c'est critique. C'était pas des études qui m'intéressaient. Donc on faisait que de jouer. Et là, quand je suis rentré du coup en études supérieures, il y a quand même ça a baissé en termes de jeux vidéo, mais j'ai plus cette passion pour un seul même jeu vidéo. Des fois je lance mon PC, je suis devant mais je fais rien, un peu comme toi. C'est ça. Et puis avec les épreuves que j'ai passées récemment, j'ai beaucoup moins joué, j'ai plus travaillé, mais là on arrive dans une période un peu plus tranquille où ouais, du coup je passe les soirées avec mes potes, on rejoue des jeux vidéo comme ça, mais on n'a pas ce jeu vidéo où on lance en mode on se regroupe et on va tous jouer à ça. Ouais. C'est vraiment en mode bon, on fait quoi les gars. Des fois encore un exemple hier, on savait pas à quoi jouer, on a installé plein de jeux gratuits, on s'est tapé des barres. Et parfois il y a des pépites. On a trouvé quelques-unes. Tu me montreras ça. Franchement, c'était super cool. Aussi à te poser, arrivé dans ma tête, parce que j'ai réfléchi. C'est très rare que je le fasse. Profitez. Est-ce que toi, avec ton expérience que tu as sur les jeux vidéo, tu seras vigilant par rapport à tes enfants, ou tu laisseras un laisser-aller parce que tu auras ce sentiment de te dire vu que je l'ai fait, pourquoi je vais le priver alors que moi je l'ai fait et j'ai pas écouté quand on me disait de le faire? Je pense qu'il y aura une sorte de laisser-aller, mais assez strict. C'est bizarre à dire, c'est un peu paradoxal, dans le sens où tu veux jouer, vas-y, mais il faut que les résultats soient derrière. S'il n'y a pas les résultats derrière attendus, on va te faire une pause, tu vas reprendre, et une fois que tu seras au bon niveau, tu auras. En fait, le but, ce sera de lui forger son propre équilibre. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, je m'y suis mal pris, j'ai l'expérience, je vais donner mon ressenti, je vais dire, j'ai fait ça, c'est mal tombé, j'ai eu du mal à reprendre après, il fallait plus que je travaille, et que je joue moins. Du coup, ça m'a un peu, au niveau de moi-même, j'étais un peu en mode, ça me fait chier, je joue moins quoi. Alors que je pouvais garder cet équilibre. Je pense que je leur expliquerai comment ça se passe, comment ils peuvent avoir l'équilibre. S'ils le font pas, tant pis pour eux, ils seront pénalisés, mais s'ils le font, bonheur à eux. Est-ce que je pose la question parce qu'en fait, genre pour moi, je trouve, et même aussi, je pense vous aussi les gens, qu'on est nous la génération où on va avoir affaire à ça, parce qu'on est entre guillemets la première génération vraiment qui ont vraiment connu les jeux vidéo vraiment. Ouais. Je sais qu'à l'époque il y avait des jeux vidéo, mais je trouve que l'engouement, c'était pas aussi développé déjà. L'engouement qui est actuellement, même quand on voit un exemple tout bête, les créateurs de contenu à l'époque sur YouTube n'étaient pas du tout valorisés. Quand on disait ouais je joue à des jeux vidéo et je me filme sur internet, on te prenait pour un débile. Maintenant on voit les Squeezie, les Michou, les Inoxtag qui te font des GP Explorer, qui te font des Eleven All Star, genre c'est des événements vraiment à grosse production, et maintenant on prend vraiment les jeux comme un métier, même aussi comme on dit tout à l'heure l'e-sport. L'e-sport prend encore plus de place dans notre monde quand on voit les compétitions en ligne de jeux vidéo, les cash prizes. J'en ai fait. T'en as fait, t'as gagné? J'ai gagné. T'as gagné combien? Ça c'est. En fait j'ai gagné, après j'ai gagné sur différents jeux, j'ai gagné déjà sur Brawl Stars à l'époque, donc c'était sur téléphone, pour dire à quel point ça remonte. Avec ma structure on a gagné je crois au total 700 €. Donc pour un jeu téléphone c'est vraiment énorme. Déjà même plus pour un jeu, genre juste le fait de gagner de l'argent en jouant à un jeu vidéo. Après c'était pas 700 € pour moi, mais c'était 700 € déjà pour la structure, donc ça l'a beaucoup développé. Bon après moi j'ai laissé tomber ce jeu, sinon j'ai fait des cups sur Rocket League, bon c'est pas arrivé. Il y en avait une que j'avais fait du coup je crois c'était l'année dernière. On avait fait une cup à 3, il y avait normalement 1500 € de cash prize, on est tombé contre des top players, on a passé 1, 2, 3 équipes je crois, et après on a perdu, bon c'était pas notre niveau, mais c'est toujours sympa et c'est toujours... Oui, c'est une expérience. C'est une expérience à vivre et à faire. Oui, franchement c'est... Malheureusement il n'y en a pas sur Minecraft, alors que c'est là où je suis le meilleur en plus, je suis un peu le seul. On va entrer. Parce qu'en fait ça n'a pas encore été fait, donc du coup c'est à nous de le faire. Allez. J'ai la vision. C'est parti, on fait ça. Est-ce que tu as peut-être d'autres informations, d'autres questions à poser peut-être? Est-ce que, parce que je pense qu'on aura le même avis sur ça, tu penses qu'il y a une différence entre jouer beaucoup et être accro?
Ouais. Parce que tu peux jouer beaucoup. Comme je disais tout à l'heure et comme je disais tout à l'heure, la maladie du trouble du jeu vidéo, c'est une maladie. Et la différence entre beaucoup jouer et être addict, comme je l'ai dit, c'est comme une addiction aux drogues, c'est que tu peux pas t'en empêcher. Tu peux beaucoup jouer, faire des grosses sessions. Moi, je sais, c'est ce que je fais actuellement. Quand je joue. Genre ouais, je passe 3-4 heures d'affilée sur mon écran à jouer, mais après par contre, je ne joue pas et voilà. Mais par contre addict, ouais, parce que là c'est vraiment, tu vois, là ça prend, imaginons, là je suis en train de me gratter les veines, là après l'émission je me rentre chez moi, je démarre ma play et je joue. Là c'est différent, mais ouais du coup ouais c'est deux choses différentes et du coup on a le même point de vue je pense sur ça. Parce que moi je l'ai vécu, du coup je pense que de ma période du coup, collège-lycée j'étais vraiment addict à ça et maintenant je joue beaucoup et je sais pas une addiction, je peux passer une journée, mais avant, dis-toi, aller en vacances, ça me faisait chier parce que je prenais pas mon ordi. Ah oui, bah exactement pareil. Je partais en vacances. Je vais au soleil, je vais à la plage, j'ai pas envie. Anecdote, je partais aux îles Canaries en vacances à la plage. J'ai ramené mon ordi portable. J'ai joué à Minecraft sur la plage aux îles Canaries. Ouais, c'est là, à ce moment-là, j'étais addict. Débilité. Maintenant, si je vais le prendre, ça va être un peu plus pour les études, les recherches d'internet, etc. Mais je vais pas forcément y jouer. Je vais en mode, bon bah, ok. Et puis même, vacances, quoi. Même maintenant, le soleil et tout. Ouais, j'ai plus la même envie. Même si parfois elle peut revenir un peu mode. Et est-ce que en vrai, pour faire une petite question ça, est-ce qu'en vrai ça te manque cette période genre parce que moi si je dois cibler une période, même peut-être pour vous aussi, moi c'est vraiment 2015-2017. La période où Minecraft était à son paroxysme, où il y avait les plus gros serveurs Minecraft, où vraiment on se la butait sur le jeu, vraiment on faisait que ça. Est-ce que genre tu voudrais retourner dans cette période-là ou alors la période dans laquelle tu es actuellement tu la préfères à celle d'avant? Je pense que mon cœur dirait la période d'avant, mais mon cerveau dirait cette période-là quand même parce que je suis bien plus posé. Mais c'est vrai que le petit moment entre Fortnite et Minecraft, c'était vraiment pas mal. Quand Fortnite commence à percer, etc. Non, c'était quand même quelque chose, c'était une bonne époque, on passait une soirée dessus, c'était fou. Vraiment, c'est ça. Non, c'était fou, franchement. Mais pour continuer du coup encore sur l'addiction, tu penses que les jeunes sont conscients des risques de l'addiction, pardon? Alors, je pense que ça dépend de l'âge, parce que du coup, on est les mieux placés pour le savoir. Ouais. Quand on était jeune, entre 10 et 15 ans, on s'en rendait pas vraiment compte. On n'écoutait pas nos parents, on n'écoutait pas nos proches, on n'écoutait pas ce qu'on disait à la télé et tout. Sachant que c'était juste un jeu vidéo à la base, donc pourquoi ça serait... Et je pense qu'en fait, ça s'apprend au fur et à mesure de l'âge quand tu grandis et que tu te rends compte que t'as une vie à côté, que tu peux pas toujours juste faire des jeux vidéo. Je pense que tu l'apprends au fil de l'âge et ça vient tout seul. Mais je pense qu'il faut quand même avoir, parce que je dis ça, mais il y a quand même forcément des cas qui vont être dans l'autre sens, ou dans le sens où il y a forcément des gens qui vont vraiment être encore dedans et qui vont pas comprendre. Mais je pense que la grande majorité, normalement, le comprennent en grandissant. Après, il y en a certains toujours, dans chaque domaine, à chaque fois, il y a toujours une minorité par rapport à une majorité. C'est ça. Pour parler un peu plus du coup au niveau des revenus, parce que du coup l'argent c'est assez important et quand on est dans le monde du jeu vidéo comme on l'a vu avec Tani, on peut récolter. Ouais. Tu penses pouvoir encore gagner de l'argent du coup via les jeux aujourd'hui? Si oui, comment tu pourrais? Ce que je n'ai pas dit, oui c'est vrai, merci de m'y faire penser. J'avoue, merci beaucoup. Oui, parce que moi j'ai eu des revenus financiers via le serveur Minecraft sur lequel j'étais, parce qu'il faut savoir que les constructions comme le développement, en fait un projet, je vous ai dit, un projet ça a un coût budgétaire, parce que pour jouer à des jeux il faut créer des plugins. Des plugins c'est le mode de jeu en lui-même qui va être développé comme un développeur dans une boîte réseau, et ça a un coût. Et pour les constructions c'est pareil, c'est pour ça que du coup il y avait ce qu'on appelait des équipes de construction, où j'en avais une du coup, et pour d'autres serveurs concurrents on venait me passer des commandes, et moi avec mon équipe je répondais à un cahier des charges, ils me disaient je veux ci, je veux ça, on faisait un tarif, on fixait un tarif et on construisait pour eux, et ensuite on avait notre argent. C'est un peu comme quand vous voyez dehors des hommes dans le BTP qui vont vous construire un immeuble. T'as une ville qui va te demander je veux un nouvel immeuble ici pour tel nombre d'euros, vous allez faire la construction, vous allez être payé, et voilà. C'est un peu le même principe, et du coup j'ai eu des revenus financiers via ces constructions, et franchement sans donner trop de chiffres, ça paye. Ouais, ça paye franchement. Après, il y a le travail derrière, mais ça rapporte quand même. Plus l'équipe elle est réputée, parce qu'on parle d'équipe, il y a plusieurs équipes de construction comme la Andorra, comme la Pixel, comme la Eternity Build, celle que j'avais créée. Et en fait, ces teams-là, c'est un peu, on va dire, une sorte de groupe qui se parle entre eux, qui se donnent des conseils et tout. Et ouais, c'était les plus grandes teams en France. Et je me rappelle, pour avoir vu vite fait un peu les chiffres, la team Andorra, elle prenait minimum 3000 €
euros, 4000 euros pour une map. Pour une map, ouais. Genre, c'est même pas par mois, c'est pour une map. C'est pour une map. Après, une map, ça prend énormément de temps quand même. Ah parce oui. que c'était une maps, grosse équipe, si c'était la plus grosse. Pour des youtubeurs, ça prend au moins 1 mois, 2 mois de construction avec au moins 10-15 personnes dessus. Donc ouais non franchement en fait on peut faire comme on dit, on peut faire un business sur n'importe quoi, il faut juste avoir les bonnes bases et le faire intelligemment. Il faut pas se presser, il faut juste savoir dans quelle direction on veut aller, comment le faire et pas mal le faire. Et avec qui surtout, parce qu'on peut le faire avec n'importe quoi mais pas avec n'importe qui. Exactement. Ça c'est important. Ouais. Du coup pour continuer sur les jeux vidéo, les compétences que tu as pu développer grâce à ça, parce qu'aujourd'hui tu vas bientôt reprendre les vidéos, tu as pu faire du stream, tu as fait beaucoup de choses grâce à ça. Oui. Tu as pu développer quoi comme compétences? Déjà la connaissance de l'informatique, parce qu'à 10 ans je ne connaissais pas l'informatique et j'ai appris tout sur le terrain. Donc je dirais d'abord en priorité ça. Ensuite ce qui est venu, ça sera du coup comme tu as dit la partie plus stream YouTube où du coup je commençais à filmer mes contenus et du coup j'ai appris cette gestion un peu logistique matérielle de l'informatique. Ouais. Et aussi de la créativité. Ouais, parce que j'allais dire justement. À force de construire, du coup, j'avais beaucoup plus de créativité et créativité. En tout cas, t'as pas le choix. Quand t'es dans un serveur de cette ampleur-là, quand t'es dans les top France, moi par exemple, vu que j'ai fait de l'animation, t'avais pas le choix d'avoir de la créativité tout le temps. Fallait que tu trouves des nouvelles animations pour le staff, pour les joueurs. T'as pas le choix. T'es obligé de toujours travailler sur ton cerveau. Comme je vous dis, c'est comme la vraie vie. Quand tu travailles dans une petite boîte, le coût de travail sera beaucoup moins gros que si tu travailles dans une grosse boîte où là, forcément, on attend de toi une qualité et un niveau de travail qui n'est pas à négliger. Donc forcément, oui, le standing il change. Je me rappelle quand je faisais des projets, des petits projets, c'était des petits projets où on se la coulait douce, on foutait rien. Quand on faisait les gros projets, par contre, il y avait une production, il y avait une équipe, il y avait des réunions, il y avait tout un métabolisme qui se mettait en place et c'est là où on voit la différence entre les structures, les grosses structures et les petites structures. Ouais, c'est ça. Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Pour finir un petit peu sur les questions qui étaient ciblées par rapport à ça, tu penses qu'aujourd'hui, du coup, les parents ils comprennent plus ce qu'on fait ou alors ils sont toujours bloqués comme avant? Je pense qu'il y a encore un peu un blocage, ce qui est compréhensible pour l'avoir vécu. C'est totalement compréhensible parce que forcément on les a pas aidés en jouant tout le temps aux jeux vidéo. C'est un autre monde encore. Mais je pense encore une fois que au vu de comment l'actualité évolue, je pense que ça va changer au fil du temps. Il y a déjà beaucoup de mieux maintenant. On voit déjà, il y a une acceptation de YouTube. À l'époque, les parents, ils comprenaient pas ce que c'était YouTube et tous les jeux vidéo. Là, je trouve que maintenant, on commence à arriver dans un temps où on peut commencer à comprendre et tout et à accepter, mais toujours en mettant des règles. Mais je pense que dans 10-15 ans, quand nous on sera adultes et qu'on sera, comme je l'ai dit, l'une des générations qui a connu ces débuts-là, je pense que du coup ça sera encore plus normalisé que ça l'est actuellement. Mais je trouve que c'est assez sympa parce que du coup ça fait aussi une mixité des générations. Oui. Parce que je trouve qu'on a vraiment dans la période où on a deux générations distinctes, c'est l'apparition de l'informatique et pas la non-apparition, mais genre non là, eux ils l'avaient pas. Et je trouve que ça fait une mixité parce qu'il y a des parents qui regardent YouTube, il y a des parents qui font YouTube, et il y a des parents qui jouent même aux jeux vidéo, et je trouve que ça fait une grande mixité de les générations, je trouve ça plutôt sympa à voir. Parce qu'il y a vraiment de tout âge, on peut avoir des gens de 8 ans, sur certains jeux, évidemment pas tous, comme le streamer papy qui doit avoir, je sais pas, il a soixantaine d'années, cinquantaine je crois. Je pense, un truc comme ça, pas loin. Qui joue à des jeux vidéo, il s'est fait sa communauté et qui a plus de 300K, 400K sur TikTok, je crois. Donc franchement, plutôt pas mal pour quelqu'un qui n'est pas de notre génération, il a quand même su se démarquer. Franchement, gros bravo à lui. Ouais, franchement, gros big up si tu vois la vidéo. On l'espère. Littéralement. Et est-ce que tu as un petit mot peut-être pour conclure, pour reformer un peu tout ce que tu as dit? Alors un mot, pas un petit mot, j'ai plutôt donné quelques conseils pratiques parce qu'il faut faire attention quand même à l'addiction. C'est quand même assez dangereux justement, comme on l'a dit, surtout pour la scolarité, qui est très important parce que l'addiction tombe en général vers collège, lycée, donc c'est quand même les trucs assez importants, même si on néglige beaucoup. Le brevet, bon, ok, c'est pas très très important, mais c'est quand même un marquant pour le bac, et le bac c'est quand même l'une des épreuves les plus importantes, parce que maintenant avec le bac, bon, avant tu faisais rien. Maintenant on fait un peu plus de trucs mais ça reste quand même compliqué. Franchement fixez-vous des plages horaires. Même si vous n'y arrivez pas, mettez un timer, mettez des applis, des alarmes, des trucs. Ou alors même dites à vos parents, privez-moi de ça pendant... même si c'est une petite plage horaire, genre de... Vous jouez pendant 4 heures c'est énorme, mais genre si je dis vous jouez pendant 4 heures, vous faites une pause d'une heure, au moins il y a une pause. Il y a quelque chose et après vous verrez que les pauses vont être de plus en plus longues. Ne jouez pas pour fuir des problèmes. Parce que comme je l'ai dit au début, les jeux vidéo c'est vraiment une bulle où tu t'enfermes pour quitter le monde extérieur.
Moi, c'est ce que j'avais. Je suis quelqu'un qui parle vraiment pas du tout de mes problèmes. Je suis toujours avec le sourire. Je veux pas qu'on voit de moi que je vais pas bien, etc. Avant, comme j'étais vraiment addict, quand j'allais pas bien, je faisais que de jeux vidéo. Parfois c'était seul, je mettais ma musique derrière, je jouais tout seul et je voulais rester enfermé pour justement oublier ça. C'est la pire des méthodes à faire. Alors là, je vous le dis, c'est la pire des méthodes. Parlez-en. Même si c'est pas à vos parents, parlez-en à vos amis, parlez-en à des inconnus. Ça marche aussi parfois. Il y a des sites, il y a des numéros de téléphone. On mettra un numéro à l'écran. Je pense qu'il y a des gens qui sont là juste pour ça. Il doit y avoir même les jeux vidéo, je pense. Parfois, tout simplement sur les réseaux sociaux, tu t'en parles à quelqu'un que tu connais pas. C'est parfois libérateur parce que la personne va pas te juger, elle te connaît pas, tu lui parleras jamais, tu la verras jamais dans la vie. Donc franchement, ne fuyez pas vos problèmes en gens, c'est la pire des choses. Je l'ai fait, c'est pas forcément bien. Bon, j'ai su trouver un équilibre sur ça et me faire grandir tout seul, avoir une grande maturité grâce à ça, mais c'est vraiment pas la bonne méthode à faire. Franchement, c'est un conseil. Faites des pauses, faites des pauses toutes les 2 heures, toutes les heures, etc. Et variez vos loisirs. Moi, le jeu vidéo, c'était un loisir, mais je faisais que ça. C'est pas la meilleure des choses à faire, surtout avec le Covid. Sortez voir vos copains. Avec le Covid, moi du coup, on pouvait plus sortir. Je faisais du sport avant, j'ai tout arrêté, je fais plus rien. Là aujourd'hui, je vais reprendre. Mais faites du sport, faites de la musique, lancez-vous, tentez des trucs, achetez une guitare. Amusez-vous, on a qu'une vie. Voilà, c'est ça. Il faut tenter dans la vie et parfois on trouve comme l'a bien dit Notch, la seule limite, c'est votre imagination. C'est ça. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi Esteban de nous avoir parlé de vos questions. Merci aussi à Léon, c'est ça. Merci surtout à Léonce qui n'a pas été là mais qui a été là dans notre cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. C'était Arthur et Esteban. On vous dit à bientôt. Bye bye. Salut.